Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 132e Synthé Night Club. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde a passé un bon week-end, a bien attaqué sa semaine. De mon côté, moi ça va bien. Écoutez, tout s'est bien passé, ce week-end aussi. Dieu sait que cette victoire fait du bien et y est pour quelque chose à ma bonne humeur. On est sur une très belle série et qu'est-ce que ça fait du bien. Ça faisait vraiment longtemps pour ma part que j'avais pas été aussi fier et heureux de supporter les Verts. Je pense vraiment que l'arrivée d'Olivier Dalloglio sur le banc est définitivement plus que positive. On va donc passer cette heure ensemble, comme chaque lundi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire au SNC. Et on va donc débriefer cette rencontre. Et pour ce soir, on a deux super chroniqueurs pour m'accompagner. On a tout d'abord Martin. Salut Martin, comment tu vas? Salut, ça va bien, les Verts gagnent, on commence franchement à y croire. On peut imaginer un futur très proche, très chouette, donc non, ça va, ça va. Parfait, ouais, futur très proche. Plus que 10 petits matchs hein, pour nos Verts, donc ça va aller vite. Et en plus, on a Alex pour l'accompagner. Salut Alex, comment tu vas? Salut, ça va? Ouais, plus que 9 petits matchs même Hmm, avant la fin de ce c'est ça. championnat. Et il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas offert une fin de championnat haletante dans le haut de tableau et pas haletante dans les tréfonds de la Ligue 1. Donc, ouais, très content aussi de la situation de nos Verts et de débriefer une victoire. C'est clair que pour une fois, c'est dans le bon sens et ça nous avait manqué. Et au chat, on a Gabriel. Comment tu vas, Gabriel? Ça va parfaitement également, comme nos 2 compères du soir, les Verts gagnent donc tout va bien. C'est ça, il n'y a pas de raison de mal aller donc. Bah parfait, alors si tout le monde est là, tout le monde est prêt, on peut tout de suite commencer, donc place au débrief. Active Synthé Night Club. Le débrief. On pouvait quand même s'attendre à un petit match piège avec ce déplacement en Corse. Et d'ailleurs, le début du match en avait tout l'air quand même. Les conditions de jeu étaient délicates, le jeu des Bastia était plutôt convaincant. Mais finalement, ce sont nos Verts qui sont bien ressortis et largement vainqueurs de ce combat. Victoire nette 4-0 et on poursuit la série de 6 matchs sans défaite avec seulement un match nul. Les Stéphanois grimpent donc pour la première fois sur le podium, sur la troisième marche, et continuent d'engranger des points. Tout va bien, et pourvu que ça dure. Martin, de ton côté, t'es convaincu, toi, par cette victoire des Verts? Bah, c'est difficile de ne pas être convaincu par une victoire 4-0 à Bastia, même si effectivement, quand tu regardes le scénario et ce qui s'est passé, dire que ça aurait pu mal tourner si l'Arsenal n'avait pas arrêté ce péno en tout début de match, mais au-delà de ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a une force qui guide cette équipe depuis quelques temps maintenant. Depuis en fait le crash à Dunkerque, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Parce qu'il y a eu 3-5-0. Tu as mis quelques cartons à Angers, là, à Bastia. Et des victoires aussi larges, ça dit quand même quelque chose. Je sais pas si vous vous souvenez de la série à l'automne où effectivement, déjà la CS gagnait quelques matchs, mais c'était à chaque fois ric-rac. Tu sentais que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Et à part la victoire, il me semble que c'était contre Angers à domicile, c'était tout le temps un peu, voilà, un peu à l'arrache. Là, on sent qu'il y a de la marge. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui peut faire espérer une fin de saison heureuse parce que tu sens qu'il y a un truc qui s'est complètement débloqué. Les joueurs, tu les reconnais pas sur le terrain, sur toutes les lignes. Tu sens qu'il y a de la confiance et la confiance en foot, bah t'exploites deux fois plus facilement ton potentiel. Donc voilà, c'est une victoire convaincante, c'est une victoire encourageante et c'est une victoire qui laisse espérer quand même, au-delà de tout ce qui se passe à côté. Si on regarde que la SS, que la marche à suivre, c'est une victoire qui laisse espérer quand même, ouais, une fin de saison chouette, quoi. C'est clair. Alex, tu partages ce constat, toi? T'es aussi optimiste que Martin? Tu crois à cette fin de saison claire comme il dit? Ouais, ouais, ouais. Alors, on va passer une soirée finalement un petit peu plate parce que j'ai l'impression que je vais être souvent d'accord avec Martin. Mais il a raison et en fait, c'est vraiment tout ce qui différencie ce début de saison où en effet, en trompe-l'œil, on a eu l'impression que les Verts avaient fait une belle série sous Laurent Batles. En fait, cette belle série, si on se rappelle bien, et je me rappelle avoir débriefé l'une ou l'autre rencontre pendant cette série, on se disait toujours, ouais, mais c'est poussif.
Ouais, mais il y a quand même des joueurs qui sont pas à leur niveau, mais on a eu une réussite insolente et voire même des fois on méritait même pas le nul ou de gagner et puis on gagnait quand même. Là, moi je m'installe dans le canapé, j'ai la sensation qu'il peut pas arriver grand-chose à ces Stéphanois. Alors évidemment, comme on est stéphanois et qu'on a l'habitude que notre équipe nous joue des mauvais tours, bah, on a toujours cette petite pointe d'inquiétude. Mais à l'arrivée, on regarde les matchs un peu plus sereinement et j'ai presque envie de dire, même si Gauthier Larsonneur n'arrête pas ce penalty, je ne suis pas forcément inquiet à 1-0 pour Bastia, parce que d'abord, Bastia a montré de très très grosses limites dans le jeu et que le contexte corse n'a pas été suffisant pour faire dérailler un vélo qui avance bien et qui avance vite. Mm. Ouais, non, c'est clair. Et on va y venir justement, on va rentrer un peu plus en détail dans le contenu du match, parce que si la victoire est là, quand même, le début du match a été un petit peu laborieux. On l'a dit avec ce penalty concédé par Nadé, enfin provoqué par Nadé à la deuxième minute. Notamment lors de la première mi-temps, les Verts ont eu peut-être un peu de mal à se mettre en route sur le début. On marque quand même assez rapidement avec Chambaud sur ce corner. Mais défensivement, on a eu quelques petites maladresses, pas forcément rassurantes, avec quelques errances de Batou Binsika notamment. Les Bastia et le ballon marchaient un peu en contre au début. Euh, c'est vrai que bon, les 3 points sont là avec la manière. Après, ça allait mieux. On gagne largement ce match et c'est mérité. Mais c'est vrai que tout n'est pas parfait, je trouve, personnellement. T'as un avis là-dessus, Alex? Je vais te laisser la main. Bah, en fait, il faut déjà bien comprendre que, mais je pense que tout le monde l'a vu, que c'était un peu Holiday on Ice déjà, la Mm. pelouse. Ouais, ouais, c'est Et vrai. que je pense que les joueurs ont eu beaucoup de mal à trouver leur marque sur cette pelouse qui était peut-être plus jolie à regarder que celle du Paris FC, mais peut-être tout aussi catastrophique à jouer. Euh, Après, le contexte corse, alors bon, moi j'ai vécu 2 ans en Corse, je connais un petit peu l'approche des Corses, notamment des compétitions de football. Ils essayent de vous installer dans un contexte d'inconfort, voire même de crainte un petit peu. Il y a tout un environnement à maîtriser. Est-ce que les joueurs stéphanois se sont peut-être un peu laissés prendre par ce contexte? Maintenant, on marque à la 16e minute, hein, le doute a été vite levé. Gauthier Larsonneur rince un petit peu les espoirs Bastia à la 2e ou 3e minute. J'ai presque envie de dire que le suspense a été tué quasiment d'entrée de jeu. Et c'est ce qu'il fallait faire dans un stade Furiani qui était quand même copieusement garni. Moi, honnêtement, même s'il y a des choses qui ont dysfonctionné, même si cette première mi-temps n'était pas la meilleure des Stéphanois, euh, je ne me suis quand même pas fait très très peur, hein. Mm. Martin, t'es d'accord, toi? Pas de peur non plus, malgré ce penalty concédé rapidement, même s'il n'a pas été inscrit, bien sûr. Oui. Oui, même si après un quart d'heure, effectivement, tu concèdes un péno et tu mets un corner direct. Donc en termes de bol, Ouais, c'est voilà, pas tu es au mal. sommet de la montagne. Même si là, on parlera plus tard de l'Arseneur, mais Mm. quand il y a eu péno, j'étais avec des amis, je leur ai dit non, mais là, il n'y a aucune inquiétude, hein. Il est tellement chaud l'Arseneur que peut rien se passer. Alors évidemment, j'y allais un peu au bluff. Mais en fait, c'est ce que diffuse cette équipe. C'est-à-dire qu'on avait l'impression avant que tu pouvais mener au score, mais voilà, tu avais toujours un truc derrière la tête. Tu pouvais toujours te dire voilà, qu'il y a un vent contraire qui allait se lever. Et là, et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, depuis la victoire contre 3, tout va plutôt dans ton sens et tout fonctionne plutôt très bien. Donc effectivement, déjà, alors si nous on aborde différemment les matchs des Verts, imaginez ceux qui sont sur le terrain, où tu as une jauge de confiance qui est au maximum, et que donc de toute façon, même si il y a quelque chose qui se passe mal, si je sais pas, un rouge ou je sais quoi, t'as un matelas de confiance qui fait que de toute façon, tu as une marge. Parce que cet effectif, on le sait, mais ça on le sait depuis longtemps, du fait des moyens des Verts par rapport aux autres, bah, l'effectif il est dense et il est supérieur à ce qui se fait en moyenne et même dans le haut du tableau de Ligue 1. Et donc finalement, à partir du moment où ce potentiel il est exploité au max grâce à la confiance accumulée, et bah, ça donne les matchs qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire que sur des équipes qui sont en difficulté, je pense à Bastia, je pense à Troyes, je pense à Angers aussi qui est en difficulté depuis le Mhm. début de l'année, et ben, il y a une marge. Et il faut un terrain pourri au Paris FC ou il faut une AJ Auxerre qui, elle aussi, va très très bien pour que
voilà, pour que la marge elle soit réduite et pour qu'il y ait deux équipes qui se regardent dans le blanc des yeux, quoi. Mais si c'est pas le cas, et ben ouais, t'as la marge que finalement tu aurais dû avoir depuis 1 an et demi en Ligue 2, quoi. Non, c'est vrai. Gabriel, j'ai un peu essayé le temps à nos téléspectateurs d'arriver. Mais au chat, qu'est-ce qu'en pensent les auditeurs? Est-ce qu'ils sont convaincus par cette victoire et par la prestation de Nevers? Et bah, pour commencer, déjà, sur le petit sondage, on a la majorité qui retenait le fait que la série positive se poursuit. Donc, on est à 6 matchs sans défaite, il me semble. Et aussi, c'était égalité avec le fait qu'on revient à 2 points d'Angers. Donc, pour la montée directe, évidemment, c'est appréciable. Et sinon, bah, on a Albert qu'on salue qui nous dit que, comme l'a dit Joss Randall dans sa chronique, on a eu un petit peu la chance du champion à Bastia. Donc la chance du champion ou la chance du promu, on verra. On a Jo42 qui nous dit que les matchs sont meilleurs dans cette série-là plutôt que dans la série de Batles, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On a beaucoup de monde qui souligne le fait que sans l'arrêt de l'Arseneur sur penalty, ça aurait pu être un tout autre match. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc on a SSBE sur YouTube par rapport à ce qu'on disait par rapport à la première série en début de saison. La grande différence aussi, c'est que dans nos matchs, on est mauvais ou en dessous, on est capable de gagner. Le match d'Annecy ou de Bastia, jamais on ne les aurait gagnés en début de saison. Donc on voit qu'il y a sûrement un état d'esprit qui a changé depuis l'arrivée de Dalloglio. Euh, et on a Jo42 qui nous souligne le fait que l'Arsenal a pris moins de 20 buts cette saison, alors qu'on en est à la 26e journée, il me semble. Même plus, 29e journée, pardon. Donc 29. c'est quand même une performance qui est impressionnante. Et c'est grâce à lui qu'on en est là où on est aujourd'hui. Et on a David aussi qui souligne le travail de Cardona, qui une nouvelle fois a marqué. Et comme il dit, qui ne rechigne pas sur sur les tâches défensives, pardon, et qui fait une énorme débauche d'énergie à chaque match. C'est vrai. Et justement, on va en parler de l'Arseneur parce que malgré les petites failles, oui, peut-être petites faiblesses qu'il peut y avoir dans notre défense, dans notre équipe, s'il y en a un qui a vraiment une muraille atout solide et qui confirme match après match qu'il figure, si ce n'est lui le meilleur à son poste du championnat, bah, c'est Gauthier Larsonneur tout simplement. Bon, non seulement on l'a dit, il sauve le penalty en tout début de rencontre pour permettre à l'équipe de rester dans le match, mais il réalise ensuite quelques arrêts nécessaires pour que les Verts gardent leur avance, quoi. Bon, il a été évidemment élu homme du match. Je pense que c'est plus que logique, mais enfin depuis le début de la saison, il ne cesse d'impressionner. Il fait vraiment du bien dans les cages stéphanoises. Euh, pour toi, Martin, je vais un peu répéter ce qu'a dit Gabriel, mais est-ce que tu penses que sans lui, l'issue du match aurait pu être différente? Je sais pas. Parce que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est Hmm. qu'on est quand même une équipe en grosse confiance et donc même si Bastia ouvre le score, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, ce que je peux dire sur l'Arsenal, en tout cas, c'est que je pense que c'est le joueur le plus impactant de Ligue 2 et que c'est très con que les trophées de fin d'année UNFP, finalement, tu isoles le gardien des joueurs de champ parce que il pourrait, pour moi, c'est pas seulement le meilleur gardien de Ligue 2, c'est peut-être même voilà, le meilleur joueur parce que c'est le joueur le plus impactant sur son équipe. En tout cas, à Saint-Etienne, c'est le plus régulier. On a vu que quand il s'est blessé, quand il a dû être éloigné des terrains, on a vu ce qui s'est passé. Alors, il y a des matchs où il est passé un peu au travers, hein, voilà, mais on sent une sécurité quand il est là qui est incomparable avec voilà, ce qui se faisait avant. Moi, j'ai toujours dit que le mal de l'AS Saint-Etienne depuis des années, c'est la porosité au poste de gardien et surtout le fait que les Verts ne trouvaient pas l'homme idoine, quoi. C'est qu'ils ont beaucoup essayé, mais ils n'ont pas trouvé. À partir du moment où l'Arsenal est arrivé, il faut se souvenir l'année dernière, en janvier dernier, alors il y a eu effectivement des creux quand même. La SC ne s'est pas mis à gagner tous ses matchs d'un coup, mais on sent une base qui... voilà, ça part de là. Moi j'ai toujours dit, et surtout au niveau de Ligue 2, si tu as un très bon attaquant, un très bon gardien, voilà, tu peux voir les choses arriver. C'est pas si synonyme d'accession automatique, mais c'est en tout cas le plus important. On a le meilleur gardien de Ligue 2, c'est incontestable, et voilà, on voit ce que ça donne. Pour moi, il a transfiguré l'équipe. Voilà, depuis son arrivée, ça a tout changé, et c'est la recrue la plus importante des Verts depuis
je vais dire quelques années, mais ouais, je suis pas loin de le penser quand même. Non, mais t'as le droit de le penser, c'est pas du tout idiot de croire ça. Alex, t'es du même avis que Martin, toi, tu vas aussi loin concernant l'Arseneur? Ouais, ouais, je vais aussi loin parce que, à toute proportion gardée, aujourd'hui, l'Arseneur dans la cage a la même importance qu'à son époque Stéphane Ruffier ou qu'à son époque même Jérémy Janot. C'est-à-dire qu'on retrouve un gardien extrêmement fort qui fait de la SSE une équipe aujourd'hui qui peut voyager tranquille au niveau de sa défense. Parce que c'est pas seulement un gardien de but, mais c'est aussi un meneur d'hommes sur toute l'arrière-garde stéphanoise. Il n'est pas capitaine pour rien. Je pense même que Briançon a perdu son brassard définitivement jusqu'à la fin de saison. Enfin, j'ai un peu l'impression, en tout cas, ce serait logique, même si je sais que beaucoup d'entraîneurs sont un petit peu frileux à mettre un gardien de but capitaine. Mais, euh, mais c'est vraiment un leader. On attendait même qu'il prenne cette place de leader. Il est arrivé sur la pointe des pieds, mais il a été performant tout de suite. Donc, il a convaincu tout de suite. Et j'ai envie de dire qu'il fait le trait d'union avec, depuis que Ruffier est parti, avec les grands gardiens qui sont passés par l'AS Saint-Étienne. Alors, peut-être qu'on va dire que j'en fais trop, mais aujourd'hui, s'il y a un joueur qui peut faire dérailler l'équipe s'il se blesse, c'est bien Gauthier Larsonneur. J'en vois pas un autre dans l'effectif qui, s'il se blesse, où on se dit, oh là là, les Verts vont pas tourner rond. En revanche, si Gauthier Larsonneur se blesse, j'ai des craintes. Non, mais c'est Ouais, vrai, c'est t'as vrai, t'as raison. raison. Et Vas-y, Martin, ouais. d'ailleurs, on voit, moi, la blessure d'Apia, elle m'a fait. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas Apia, mais moi, je trouve qu'en Ligue 2, c'est très solide. Et je pense que le début de match raté, c'est un peu ça aussi. C'est l'absence d'Apia qui jouait tout et voilà, qui avait des automatismes. Mais Apia, tu peux le remplacer, effectivement. Cafaro se blesse, tu fais rentrer Moukou, et ça se passe super bien. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est l'homme aujourd'hui le plus indispensable au succès des Verts. Ça, je suis d'accord à 100%. Et c'est ce qu'on avait vu, tu l'as dit Martin tout à l'heure, mais lorsqu'il s'était blessé quelques matchs, là, ça n'avait pas été la même chose, quoi. Pas aussi glorieux. Et pour rester concernant les performances de nos joueurs, bon, on a bien parlé de l'Arseneur, mais messieurs, au niveau de vos tops et flops lors de cette rencontre, bon, dans cette victoire, il y a d'autres joueurs qui se sont démarqués, bien sûr, tant positivement que peut-être négativement, vous allez me dire ça. Donc, est-ce que pour vous, il y a d'autres joueurs qui vous ont convaincu lors de cette rencontre particulièrement, ou d'autres au contraire que vous avez trouvé un cran en dessous, qui ont montré peut-être quelques fébrilités? Martin, je vais te laisser la main. Pour toi, quels sont tes top flops si tu devais en citer? Bah, c'est difficile de ne pas parler de Mbunku quand même, qui marque un doublé qui rentre, qui provoque un péno, qui le transforme, qui en marque un deuxième. Cardona aussi, alors c'est facile parce que là, je cite les buteurs, mais Cardona, le bien qu'il fait depuis qu'il est arrivé aussi, il en est à 5 buts, je crois, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je C'est crois que ça, oui. les deux en sont à 8 depuis le début depuis leur Ouais, arrivée. Donc on a beaucoup flingué, et parfois à raison, hein, la direction sportive sur les transferts. Mais là, cet été, Masson, Mkou et Cardona, ils offrent de la variété, ils offrent de la profondeur d'effectifs, et même, c'est pas que de la profondeur d'effectifs, c'est-à-dire euh, ils font progresser le 11. Mm. Donc voilà. Après, sur les peut-être moins bien, Batsubinsika, il a quand même fait un début de match compliqué. Nadé qui provoque un péno. Voilà, bon. De toute façon, moi je pense depuis le début de saison que cette défense centrale, c'est pas le point faible, mais en tout cas c'est peut-être là où on a le moins de marge par rapport aux adversaires. Aussi parce qu'elle est exposée. Et quand tu as surtout des joueurs qui prennent la profondeur et qui vont vite, elle a quand même tendance à, voilà, un peu à dérailler. Mais bon, tu gagnes 4-0 à Bastia, je ne vais pas non plus flinguer les mecs. Et, et voilà, si j'en ai à retenir, c'est plutôt le secteur offensif quand même. Ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est pas forcément évident de trouver des personnes qui sont pas passées à côté, mais qui ont été un peu en dessous sur une telle victoire. Alex, t'as d'autres tops, ou même, même si t'as le droit, t'as tout ça le droit, des tops ou des flops à proposer? Ouais, non, bah, aime beaucoup évidemment, hein. Il joue 51 minutes, 2 buts, une passe décisive. Il a fait tourner en bourrique toute l'équipe bastiaise.
Donc oui, évidemment. J'ai bien aimé Dylan Chambos parce que finalement, il enchaîne. Euh, c'est un joueur que je n'appréciais absolument pas. Donc je peux d'autant plus dire aujourd'hui que j'ai apprécié sa perf et que je l'apprécie depuis de nombreux matchs. Et je pense que Dall'Olio a réussi aussi à lui donner cette confiance qui lui manquait et peut-être aussi à l'utiliser de la bonne manière. C'est important. Mais je crois surtout que l'une des meilleures recrues de ces derniers mois, c'est en effet Dall'Olio qui a remis sur pied des joueurs qui étaient complètement laissés à l'abandon ou pour lesquels le mercato hivernal s'apparentait à une aubaine pour vite partir de Saint-Étienne. Dall'Olio parce que Cardona, à mon avis, sans Dall'Olio ne vient pas. Parce que si on ne va pas chercher Cardona, peut-être qu'on n'a pas l'idée de regarder la situation de Mboukou. Et puis parce que peut-être aussi qu'il a réussi à convaincre Masson de rester dans le projet stéphanois. Ce que je veux dire, c'est que Dall'Olio a quand même remis un petit peu les choses à l'endroit et la tête sur les épaules de certains joueurs. Donc ça aussi, c'est important. Non, ouais, non, c'est indéniable. Et justement, on va en parler rapidement après du coach stéphanois. Juste avant, petit retour vers le chat, Gabriel. Pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a des noms qui ressortent concernant les tops et les flops? Après, comme ce qu'on est en train de dire, les tops, bah forcément, on a l'Arseneur qui revient. On a Laurent Aubert qui nous dit que l'Arseneur est tout simplement énorme. Ouais, globalement, l'Arseneur revient dans tous les tops, assez logiquement. On a aussi Mouefek qui revient souvent. Donc, on a beaucoup de monde qui trouve à juste titre. Je trouve aussi que Mouefek a été particulièrement bon ce samedi. On a bah, la triplette offensive qui revient aussi, notamment Mboukou et Cardona. Et on a notamment Jimmy Reefer sur YouTube qui nous dit que depuis leur arrivée, Mboukou c'est 3 buts, une passe D, Cardona 5 buts, une passe D, même Masson, il met Masson dans le lot aussi, un but et un CSC provoqué. Donc on voit que le mercato a été plutôt bon finalement. On a bah, ce même Jimmy qui, quand on parlait de l'Arseneur justement, il nous dit que chaque grande équipe de la SSE a été portée par un grand gardien et l'Arseneur appartient à cette catégorie. Donc il nous a cité Kurkovic, Jeannot, Ruffier, Bell. Donc est-ce qu'on dresse l'Arseneur aussi haut déjà à voir, mais en tout cas c'est sûr qu'il est très important pour la SSE. Et sinon dans les flops, on a bah, la blessure de Cafaro forcément. À voir s'il sera éloigné des terrains longtemps ou pas. Pour SSBE sur YouTube, on a aussi la pelouse et les crampons. On a vu que enfin même tous les joueurs faisaient que de glisser, notamment en première période. Et pour David Lanco, on a aussi le public Bastiais qui a été honteux selon lui et le capitaine Bastiais aussi, Christophe Vincent, qui a été ridicule. On rappelle que Bastia a déposé une réserve par rapport au pénalty provoqué par Mboukou. Il y a quand même peu de chances qu'elle aboutisse puisque c'est les supporters bastiais qui ont lancé les ballons, mais il faut quand même le souligner. Et on a Toubib qui trouve que Batubinsika était plutôt fébrile sur ce match, notamment le penalty concédé par Nadé, ça part d'une de ses erreurs. Donc c'est une chose rare pour être souligné. Et il me semble d'ailleurs concernant cette réserve soi-disant que ça a été démenti, il me semble, par le club corse dans l'après-midi. Bah justement, Voilà. justement Bastia a démenti un article de France Bleu et on a vu ça il y a une petite heure à peu près que apparemment le Progrès annonce que la réserve a bien été posée D'accord. donc à voir, à suivre. Surprenant quand même. Ok, ok. Et oui, comme je l'ai Après, dit, ouais, ce genre pardon. de réserve, ça passe jamais, hein, tu Oui, vois. c'est ça, il y a Là, c'est peu. du folklore, hein. Non, non, Ça... il y a. À partir du moment. Mais même si ça venait des supporters stéphanois d'ailleurs, enfin, c'est pas possible. Ça peut Oui, pas. non. Enfin, il faut pas s'inquiéter de ça, quoi. Ça marche. Et oui, comme je l'ai dit, j'aimerais bien qu'on parle rapidement d'Olivier Dalloglio et notamment de ses choix. Moi, notamment, il y en a un qui marque c'est sur ces derniers matchs, là, c'est la mise sur le banc d'Anthony Briançon. Bon, il s'était blessé, donc c'était pas étonnant, mais là, il semble vraiment appuyé sur cette paire Mikel Nadé et Batou Binsinka. On peut aussi parler de Monconduit qui renaît vraiment et qui joue plus que Tardieu maintenant même. Aime beaucoup qui profite de la blessure de Cafaro pour jouer, on l'a dit, plus de 45 minutes et inscrire son doublé.
Bon, le 11 reste, plutôt stable quand même pour le moment, mais les remplaçants semblent vraiment prêts à répondre à chaque fois quand on a besoin d'eux. Alex, je vais commencer par toi. Est-ce que tu penses que la mise sur le banc de Briançon, est-ce que tu la comprends cette mise sur le banc? Et deuxièmement, tu penses quoi toi pour l'instant, de la gestion, de l'effectif, d'Olivier Dalloglio? Bah, la gestion de l'effectif donne raison à Olivier Dalloglio puisque l'équipe gagne. Donc, à partir de là, en fait, une équipe qui gagne fait qu'un entraîneur peut faire ce qu'il veut. Euh, Personne ne pourra discuter son management. Aujourd'hui, met Briançon sur le banc, qui était capitaine hier, mais Briançon ne peut rien dire. L'équipe gagne. L'équipe a encore gagné ce week-end avec Batou et puis Nadé. Donc Briançon, le prochain match, s'il n'est pas titulaire et qu'il est à nouveau sur le banc, il ne pourra pas dire grand-chose. De toute façon, Briançon, Batou Binsika ou Nadé auraient ou ont été en difficulté pendant ce match parce que cette pelouse était injouable pour des profils lourds comme eux. Donc de toute manière, Batou Binsika, s'il fait un match un petit peu moyen samedi, je pense qu'il le doit aussi pas mal à cette pelouse. Pour ce qui est de mon conduit, c'est un joueur dont j'apprécie très peu le body language, dont j'apprécie pas vraiment non plus l'état d'esprit. Mais au final, on peut dire aussi que Dall'Oglio l'a remis dans ses godasses, quoi. Et il fait le travail, et c'est relativement précieux, et suffisamment pour mettre sur le banc de touche un Tardieu qui, rappelons-nous de Tardieu, était extrêmement poussif avant que mon conduit soit remis en selle. Donc, pour moi, Olivier Dall'Oglio, c'est évidemment l'une des meilleures recrues de la saison. Euh, c'est un entraîneur en même temps dont les épaules sont peut-être un petit peu plus larges que celles de Batles, sont évidemment plus larges que les entraîneurs qui ont évolué à Saint-Etienne avant Batles. Donc, enfin, je parle de Duprat, hein, je parle de ces gens-là. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils réussissent parce que ça a l'air d'être un entraîneur intelligent, apprécié des joueurs. Les joueurs ont l'air de bien vivre ensemble, on ne l'a pas dit souvent. Donc, pour moi, c'est une bonne pioche. D'accord avec Alex, toi, de ton côté, Martin, Dalloglio, évidemment, bonne pioche de la part du staff stéphanois. Je vais dire le contraire aujourd'hui. Enfin, faudrait être ma boule. Oui, oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime, c'est que il a tout remis à plat et qu'à partir de ce moment-là, il fait jouer. Il a donné sa chance à tout le monde et il fait jouer les meilleurs. Je suis pas fan du tout de Nadé. Je trouve que c'est un défenseur central qui est limité. Mais il a retrouvé de la confiance et je trouve ça juste. En fait, dans son management, je le trouve juste. C'est-à-dire que le mec est bon, le mec reste. Voilà. Il n'y a pas de statut. Si tu es bon, tu es devant. Bouffoiri, par exemple, qui depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, alors je sais qu'il a ses aficionados, mais depuis qu'il est arrivé à saint c'est quand même d'une irrégularité totale. C'est pas un mec qui te fait gagner les matchs. C'est sans doute un jeune qui a un gros potentiel et plein de qualités. En Ligue 2, voilà, ça demande à être. Enfin, moi, je demande encore à voir. Il y a mon conduit qui arrive, qui a une expérience, qui a 100 matchs de Ligue 1, qui est peut-être moins flashy, euh, mais avec lui, tu gagnes des matchs. Et ce que je trouve bien, moi, avec ce management-là, c'est que, voilà, comme je disais, tout remis à plat. Et ceux qui sont bons, ceux qui font gagner l'équipe, et ben, ils restent. Et il y a une part de courage, parce que je pense que pour sortir Briançon du 11, il en faut un petit peu quand même. Il y a une part de courage et il y a une part de bon sens. Et si tu as ces deux trucs-là, bah, ça peut t'amener là où les Verts sont aujourd'hui. Donc ouais, il y a un bon cocktail. Et puis je pense que c'est quelqu'un de sain aussi. Je pense que c'est quelqu'un de sain. C'est quelqu'un qui est proche de son groupe. Et bah, les joueurs lui rendent aujourd'hui. Et la prise de confiance totale des Verts, bah, ils le doivent en grande partie à leur entraîneur. Ouais. Non, ouais, c'est évident. Et tu l'as dit, je pense qu'il a pas peur de faire des choix forts. La mise sur le banc de Briançon en est un. Donc oui, quand ça va dans le bon sens, c'est signe que tout va bien. Je vous propose de passer à la suite. Et tout de suite, c'est le prochain match.
Active Synthé Night Club. Le prochain match. Avant de passer au prochain match, j'aimerais qu'on fasse un rapide tour d'horizon de notre Ligue de chérie, et notamment de faire le point sur les résultats des principaux concurrents des Stéphanois ce week-end. Bon, il y a Auxerre qui est tout en haut, qui a eu quand même eu du mal face à Caen. Ils ont gagné 2-1, il reste donc solide leader, mais ça a été laborieux. Et c'est derrière que ça devient plus intéressant pour nous, puisque Angers a perdu 3-1 contre Amiens, tout comme Laval qui a perdu 2-1 contre Dunkerque. Alex, la SSE a vraiment fait le coup pas fait du week-end. Il y a un truc à faire là pour la montée sans doute, non? Ah ouais, il y a un truc à faire et puis c'est un excellent coup, hein. C'est vrai que Laval, alors Laval, je me rappelle, à l'automne dernier, on en parlait comme un tube de l'été, puis un tube de l'automne, et puis c'est devenu un tube de l'hiver. Ça restera certainement, peut-être pas un tube du printemps, mais en tout cas une équipe qui ne sera pas décrochée. En tout cas, au vu de leur effectif, moi je trouve qu'ils font une saison extraordinaire. Euh, mais il marque peut-être un peu le pas et c'est là que une cylindrée comme Saint-Étienne doit pouvoir faire la différence avec une profondeur de banc, avec son stade, avec son expérience aussi sur le terrain. Elle a des joueurs d'expérience, donc c'est là qu'on doit faire la différence. Et puis Angers, Angers, c'est un rythme presque de relégable qui nous font depuis quelques semaines. En tout cas, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas beau à voir jouer et honnêtement, je m'inquiète un petit peu pour Angers. Je ne sais pas si Saint-Étienne terminera deuxième ou plus loin au classement ou peut-être premier. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne vois pas Angers ni premier, ni deuxième, ni même troisième. Donc voilà. Maintenant, ouais, évidemment, excellente opération de Saint-Étienne ce week-end. Martin, d'accord avec Alex, c'est Ouais. Sainté qui fait la bonne opération, ouais. Ouais, puis t'as Caen qui perd aussi, t'as Grenoble qui est définitivement largué, enfin t'as d'autres résultats qui sont très très bons. Et c'est vrai que là tu commences à te dire que Angers c'est le syndrome de l'équipe qui se voyait déjà en Ligue 1 et tout le monde les voyait déjà en Ligue 1, si on est tout à fait honnête, et qui là est complètement rattrapé par cette peur-là, cette peur de ne pas y arriver. Et ça c'est terrible. Quand on regarde le parcours d'Angers en 2024, c'est terrible, hein. Donc, deux fois en plus où ils ont joué à 11 contre 10, à Bordeaux et à Auxerre, ils perdent. Bon, ils se font massacrer à domicile contre Saint-Étienne. Après, ils perdent à Caen. Là, ils ont perdu à domicile contre Amiens. Voilà, je veux dire, je crois qu'il y a 2 victoires en 2024. Donc effectivement, sur les dynamiques, ils ont encore 2 points d'avance, hein, mais sur les dynamiques, ouais, ça me fait penser quand Bordeaux a perdu le titre de champion de France, alors qu'ils avaient je sais pas combien de points d'avance, je crois que c'était en 2010, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, où ils se sont complètement écroulés parce que c'est dur d'affronter ce genre de situation et inverser ce cycle-là. Franchement, faut être très excellent, faut être très 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 fort. Et là, on voit qu'ils sont en train de s'enfoncer complètement, alors que Saint-Étienne a la dynamique complètement opposée. Laval, finalement, voilà, eux c'est différent parce qu'eux, ils ont tout à gagner. On les voyait pas si haut cette saison. Et oui, ils ont été largement premiers, mais malgré tout, Auxerre a rapidement pris aussi les commandes. Donc c'est différent. Mais Angers, ça fait presque de la peine de les voir comme ça à l'agonie. Donc moi aussi, je pense qu'ils auront du mal à maintenir leur présence dans les deux. Et aujourd'hui, s'il y avait voilà, quelqu'un détaché par la profondeur de l'effectif, la densité de l'effectif, la dynamique, ce qui est en train de se passer, effectivement que ce serait Saint-Étienne, quoi. Et ouais, maintenant on est qu'à 2 petits points d'Angers, deuxième, alors qu'on les pensait, je me souviens il y a quelques semaines dans l'émission, on les pensait presque inatteignables, on avait presque fait une croix sur le top 2. Je pense que notre victoire chez eux finalement leur a mis un petit coup au moral, Mais, mais du coup ça mais nous arrange bien. juste un truc sur Saint-Étienne, c'est un miracle, hein, parce que tu as quand même 9 défaites cette saison. C'est monstrueux, c'est-à-dire Mmh. que normalement, avec 9 défaites, jamais tu peux espérer un podium. Enfin, c'est un truc qui n'arrive pas. Donc Saint-Étienne a quand même, il y a une convergence des. Voilà, alors, effectivement, tu as un super mercato, tu as une équipe qui va beaucoup mieux et tout, mais si ça s'effondre pas devant, jamais tu dois lorgner la deuxième place. Le top 5 potentiellement, mais jamais avec ces statistiques-là et ce nombre de points, tu es un candidat
hyper crédible comme l'est aujourd'hui Saint-Étienne à la montée. Donc il y a quand même une convergence voilà, une convergence des chances qui fait qu'aujourd'hui Saint-Étienne est plus qu'en course pour la montée et il faut en profiter parce que ça n'arrivera pas toutes les années ça, hein. Mais Et il y a un du... truc qui est particulier à Vas-y, Saint-Etienne, c'est Alex. qu'ils perdent beaucoup, mais ils gagnent beaucoup aussi. Et en définitive, ils partagent 6 fois les points. Et ça, c'est pas commun. Il y a Angers, et puis là, je vois Caen aussi, qui sont sur des tout petits nombres de matchs nuls. Mais c'est la particularité aussi de cette équipe, c'est que quand elle a commencé à bien tourner, elle a gagné des matchs. Elle n'a pas uniquement fait des nuls à l'extérieur et des victoires à domicile. Et c'est là aussi c'est ça qui a permis à Saint-Etienne de remonter assez rapidement, d'autant que cette Ligue 2 est hyper homogène. Rodez est cinquième. Rodez, qui annonçait Rodez cinquième? Personne, hein. Déjà pas Laval quatrième. Regardons les équipes qui sont dans la première partie de championnat, qui misaient sur Pau, même 11e. Voilà, hein. Donc on a l'impression que tout peut arriver. On a juste envie que Saint-Etienne n'ait pas joué sa dernière bonne partition le week-end dernier, parce que voilà, on a envie que eux montent et ne redescendent plus. Non, mais c'est vrai que c'est un championnat, on l'a dit plusieurs fois, vraiment imprévisible. Quand on voit que Rodez, Laval, c'était des équipes qui jouaient le maintien la saison dernière, les voir aussi haut, c'est assez dingue. Puis oui, un peu entre Saint-Étienne et Dunkerque, il y a 11 points d'écart, c'est pas si énorme que ça. Donc, ouais. Mais j'ai posé une dernière question, messieurs. Bon, Saint-Étienne, on est sur la troisième place, on a 5 points d'avance sur Rodez qui sont cinquième. Alex, je vais te laisser la main. Est-ce que pour toi, ouais, j'ai dit le championnat est assez imprévisible, mais tu penses que le top 5 est presque assuré là, à 9 journées de la fin? Bon, si je dis qu'il est assuré puis qu'on finit sixième, on va me virer de l'émission. Euh, non, il est pas assuré parce que voilà, moi je suis plutôt assez pragmatique et voilà. Mais encore une fois, je rejoins Martin, la dynamique est pour Saint-Étienne, davantage qu'Auxerre même si Auxerre est sur une très belle dynamique, hein. Mais la dynamique est pour Saint-Étienne et Saint-Étienne, j'ai l'impression quand même que ce que Dall'Olio a réussi à faire rentrer dans la caboche de nos joueurs qui sont décidément pas si simples à coacher, c'est que non seulement il fallait regarder en haut, qu'il fallait regarder Angers, mais qu'il fallait aussi s'autoriser à aller sauter par-dessus au cerf, parce que moi j'ai comme la sensation que dans ce groupe, il y a une espèce de challenge interne qui dit les gars, on ne va pas uniquement monter, on ne va pas uniquement finir dans les places directement qualificatives pour la Ligue 1, on va faire champion de Ligue 2. J'ai l'impression quand même qu'entre eux, ils se sont mis d'accord là-dessus. Et en tout cas, c'est ce qui se dégage le samedi sur le terrain. T'es d'accord avec Alex, Martin, toi, tu ressens ça aussi un peu, cette volonté vraiment d'aller le plus haut possible? La volonté d'aller le plus haut possible, c'est une évidence. Mais moi, je me fous de savoir s'ils termineront premier ou deuxième, hein. L'important, c'est déjà de se souvenir d'où vient cette équipe. C'est-à-dire qu'à un moment même, on regardait plus derrière que devant, hein. Voilà, qu'elle a fait des séries exécrables de défaites, pardon, de suite qui condamnent n'importe quelle équipe normalement dans un championnat normal. Et donc, voilà, si déjà tu termines deuxième, ça relève du miracle. Donc, après, Auxerre, ils sont très forts quand même. Oui, ils sont passés par un trou de souris ce week-end, effectivement, mais ça reste, pour moi, ils sont au-dessus. Ils sont beaucoup plus réguliers depuis le début de saison. Ils ont prouvé beaucoup de choses. Euh, voilà, je pense qu'il faut rester les idées très claires et la tête très froide. Et si déjà tu termines deuxième, c'est. Voilà. Il y a un mois et demi. Une place dans les 5, c'était déjà. Enfin, Dalloglio, il est arrivé pour ça, hein, pour sécuriser la place de barragiste. Parce que la SS ne l'était pas à l'époque. Donc si tu termines deuxième, là, c'est démentiel. Cerise sur le gâteau. Avant de parler des prochains matchs, donc j'ai dit un petit aller-retour au chat. Gabriel, est-ce que les auditeurs voient les Verts accrocher ce top 5 et peut-être plus même? Vu les résultats récents, on se prend à rêver d'une montée directe. On a Céline qui nous dit qu'il reste 9 matchs, soit 27 points en jeu. Il faut attendre la 38e journée, mais de son côté, elle croit fort à la remontée.
ASSE 7100 qui nous dit que les 2 prochains matchs seront très importants. On joue Valenciennes et Concarneau qui sont 2 équipes, de bas de tableau, donc il faudra absolument prendre, les 6 points. On a aussi pas mal de messages qui nous rappellent que dans 3 semaines du coup, puisque là il y a la trêve internationale, mais dans 2 journées en Ligue 2, on a Angers qui jouera contre Laval, et notamment selon SSBE, ce match-là sera un tournant. On a aussi Toubib qui nous dit la même chose, que ce Angers-Laval sera un tournant dans la fin de saison de la SSE. Sinon, on n'a pas d'attitude qui relativise tout de même pour dire qu'il reste quand même 9 journées et que la dynamique du moment peut encore changer. On l'avait notamment vu avec Batles quand on avait fait 10 matchs de suite sans perdre et après 5 défaites. Le football va très vite. Et justement, on a Émile qui nous dit qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps avec Batles en première partie de saison. Donc, si Dalloglio avait pris l'équipe dès le début de saison, qui sait où on en serait aujourd'hui. On a aussi Céline qui nous dit qu'il faudra faire attention parce qu'on a quand même, il nous reste quand même des matchs difficiles, notamment avec Caen, Guingamp, Rodez et Bordeaux. Ce qui est bon pour nous, c'est que parmi ces 4 équipes, on en joue 3 à domicile, Caen, Rodez et Bordeaux. Donc ça, c'est pas mal. On se déplacera juste à Guingamp. Et pour finir, on a Albert qui nous dit que le titre de champion est à aller chercher, surtout si on gagne nos 2 prochains matchs. Donc il faudra quand même voir les résultats d'Auxerre. Mais maintenant, tout est possible. Et on verra bien. Tout est possible, tu l'as bien dit, Gabriel, merci bien. Et tu l'as dit aussi, il y a la trêve internationale qui est là maintenant, donc on joue plus avant 15 jours. Et ça sera contre Valenciennes. Donc, et est-ce que les Verts pourront poursuivre leur série et se rapprocher d'une éventuelle montée? C'est ce qu'on verra lors de ce prochain match. Mais du coup, comme je l'ai dit, ce sera le 30 mars, puisque nous sommes actuellement en pleine trêve internationale. On a donc plus d'une semaine de pause, 15 jours de repos pour les joueurs. Mais est-ce que cette semaine sera vraiment bénéfique pour eux? C'est ce qu'on va se demander tout de suite. Est-ce que cette pause tombe vraiment au bon moment alors que nos Verts sont sur, on l'a dit, 6 matchs sans défaite, donc une superbe dynamique? Est-ce que ça sera plutôt l'occasion de recharger un peu les batteries ou alors un risque qui s'accroît de casser la bonne dynamique du groupe? Alex, est-ce que tu as un avis sur la question, toi? Cette trêve tombe au bon moment ou pas tellement? Bon, j'ai envie de dire, cette trêve, elle est là, quoi. Non, elle tombe, je sais pas si elle tombe au bon ou au mauvais moment. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des bobos, c'est qu'il y a des joueurs qui commençaient un petit peu à tirer la langue, donc ça va permettre à ces joueurs-là de se refaire un peu la cerise. Je pense à Cafaro, hein, qui a les adducteurs qui tirent, Briançon aussi, on a cru comprendre que ça tiraillait un peu de partout. Voilà, donc c'est bien qu'on puisse recharger un peu les accus avant les 9 dernières rencontres. Euh, on préfère partir à la trêve sur une trêve avec un 4-0 qu'en ayant fait un nul ou une défaite. Donc voilà, on aurait été dans une mauvaise dynamique, la trêve arrivait au mauvais moment, on est dans une bonne dynamique, elle arrive aussi à un mauvais moment, donc j'ai envie de dire, voilà, la trêve elle est là, on la prend, on se repose, on recharge bien tout ça, je fais confiance à Dallolio pour bien occuper ces 15 jours. Et puis en avant à Valenciennes, hein. Ça va être dur, hein, de gagner 2 matchs à l'extérieur d'affilée. Donc voilà, Valenciennes, c'est le premier tournant de ce sprint final. C'est pas Caen, c'est pas Guingamp, c'est pas Rodez, c'est Valenciennes. Et on va y venir juste après, je vous demanderai vos pronos. Martin, tu en penses quoi, toi, de cette trêve? Ma même question, est-ce qu'elle tombe au bon moment, l'occasion de recharger les batteries, ou ça peut briser la dynamique actuelle? Moi, je pense ce que je dis depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a une telle certitude et un tel matelas de confiance. Je me fais assez peu de soucis, d'autant que tu reviens tu joues quand même chez la pire équipe de Ligue 2, quoi. Enfin, une équipe qui a gagné un match depuis le mois d'août. Alors ouais, elle est demi de la Coupe de France, mais c'est une équipe qui enchaîne les défaites quand même. Donc là, ils s'en sont encore pris 3, il me semble, à Guingamp ce week-end. Ouais, il me semble, ouais. Bon, voilà, alors ils font un match nul à Auxerre il y a quelques semaines, donc je dis pas que c'est une victoire assurée, mais disons que tu redémarres normalement en pente douce. Et ça permettra peut-être d'atténuer pardon, les potentiels effets négatifs effectivement d'une trêve qui arrive alors que tu as vraiment un énorme coup de chaud, quoi.
Mais, mais cette trêve, en fait, on peut lui faire dire tout et son contraire. Donc voilà, dans l'histoire, on a vu des équipes, et même cette année, hein, se relancer, garder leur rythme. Donc faut pas en tirer de conclusion hâtive pour moi. Donc c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Voilà. C'est sûr, et ça sera peut-être, oula, la lumière, ça sera peut-être aussi l'occasion à l'équipe de prouver qu'ils ont vraiment un vrai groupe et ils sont prêts, malgré 15 jours de pause, à regagner les matchs et d'enchaîner comme ils l'ont fait actuellement. Et du coup, oui, ce match, ça sera contre la lanterne rouge du championnat, les derniers Valenciennes. Les nordistes sont vraiment au fond du trou puisqu'ils ont 11 points de retard sur les avant-derniers. Ils n'ont plus remporté de match, tu disais depuis août, mais c'est quand même depuis le 27 janvier. C'était face à Bastia d'ailleurs. Et au match aller contre eux, la partie s'était terminée sur un triste score de 0-0. Bon, c'était pas le même contexte, pas la même dynamique, donc le dénouement devrait être différent cette fois-ci. Euh, Honnêtement, je vais faire preuve d'un peu d'optimisme, si on peut appeler ça comme ça, mais une victoire semble plus que probable et ça nous permettrait de consolider ce podium. Est-ce que tu as un petit pronostic à faire, Martin? Alors, c'est toujours très compliqué parce que, effectivement, sur le papier, voilà, mais le football regorge c'est pour ça qu'on l'aime, là, regorge de situations qu'on n'attend pas. Mais aujourd'hui, pour ne pas pronostiquer une victoire des Verts, il faut quand même avoir de solides arguments. Donc, je dirais 0-2. Allez, 0-2, et Alex, tu crois aussi à une victoire de ton côté? Ouais, 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 je prends une victoire. On peut pas dire l'inverse aujourd'hui. On va pas passer non plus pour des gens trop présomptueux. Mais bon, voilà, le dernier qui était à la ramasse complet avec un recrutement un peu exotique au mois de janvier qui a fait flop complet. Moi, j'ai envie de dire évidemment pas de but pris pour l'Arseneur et puis allez 0-4 parce que je suis optimiste et puis parce que je pense que Valenciennes c'est encore bien moins fort que Bastia et un contexte pas top top là-bas du côté de Valenciennes. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est l'ancien club de l'Arsenal, il me semble. Donc, Ouais. son départ doit pas y être pour rien étranger non plus. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, le challenge, Gabriel, un petit retour vers le chat. Est-ce que nos auditeurs sont confiants concernant le prochain match des Verts et par rapport à cette trêve aussi qui tombe donc? Justement, on a plus parlé de la trêve que du prochain match, même si évidemment tout le monde est plutôt confiant. Je vais commencer par les pronos. On a Rutra 98 qui voit un 3-0 doublé de Sissoko. Céline qui voit une victoire 2-0, comme Versant Sud 0-2 aussi pour Saint-Etienne. Et on a notre Joss Randal national qui lui nous annonce un 8-0 pour saint avec un quintuplé de Chambaud. Donc on prend note et on verra le 31 mars. Et sinon, par rapport à la trêve, on a Leïla qui justement nous dit, enfin, espère que la trêve ne cassera pas les pattes stéphanoises. À l'inverse, on a Versant Sud qui nous dit que la trêve tombe bien parce que c'est pas facile de garder ce rythme actuel de victoire. Donc ça va permettre de reposer les têtes un petit peu. Euh, on a Albert qui nous dit que la trêve va permettre à Cafaro de se soigner, pardon, et potentiellement peut acter le retour de Wadji, qui pourrait être un facteur X pour la montée, à suivre en fonction de sa santé physique. Euh, voilà, globalement, tout le monde est assez confiant. Sur YouTube, là, on a du 0,5 pour Saint-Etienne, du 0,2 pour Sirius Rose, Tony Duval qui voit un 3-0 pour Saint-Et, et pour finir, David Lanco qui voit une victoire 4-0 à Valenciennes. Cardona, Sissoko, Mouefek et Chambaud, les paris sont pris. Eh ben, on espère en tout cas que ça se passera aussi bien que vous le pensiez, le chat. En tout cas, merci messieurs, merci Gabriel. Mais comme à chaque fin d'émission, c'est pas tout à fait terminé puisqu'il reste le Synthé Night Club Challenge. Je vous rappelle qu'à chaque fin d'émission, donc, on fait un petit quiz de 4 questions simplement à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association. Vous l'avez à l'écran. À la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points remportera l'ensemble de nos revenus pour l'asso qu'il aura choisi, bien sûr. Martin, rapidement, tu peux nous rappeler pour qui tu joues? Ouais, bien sûr, je joue pour une association stéphanoise qui s'appelle Un pas vers l'autisme. Et de ton côté, Alex?
Eh ben moi, je joue pour les Petits Princes. Pour les petits princes, c'est parfait. Je suis en train de regarder duel de bas de tableau ce Ouais, bah, soir. ça va, ça va, ça va. Va, fa- Va falloir faire fort là pour distancer pourquoi pas son adversaire du jour. Et on va commencer tranquillement. Quand même, moi j'ai l'habitude de faire ça avec un petit joueur à deviner. Messieurs, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom, je m'arrête, je vous donne la parole et vous faites votre proposition. Attention, ça peut aller vite. Je suis né en 1970. Je suis formé chez le rival lyonnais et j'y commence ma carrière avant de rejoindre l'ASSE à l'âge. Alex Vas-y, Alex. Fournier. Raté. Je rejoins la SSE à l'âge de 25 ans. Défenseur central, je dispute plus de 100 matchs avec les Verts jusqu'en 2000, sur 5 années donc. International Euh, camerounais. T'as une idée, Martin? Non. non, vas-y. International camerounais. Je suis sélectionné à 16 reprises entre 97 et 98. Hop, Martin, oui. Vas-y, Martin. Romarin Bilong. Ouais, Romarin Bilong, c'est ça. Ouais, Je exact. rejoins ensuite l'AS Nancy-Lorraine, puis je finis tranquillement ma carrière à l'US Chantilly en 2003. Après ma carrière, je fais quelques apparitions en tant que chroniqueur dans l'émission L'équipe du soir sur la chaîne L'équipe. Je suis Romarin Bilong. Un point donc pour Martin. On enchaîne avec la deuxième question. Et pour cette deuxième question, ça sera un au plus proche. Messieurs, cette année, on n'a pas beaucoup parlé de lui sur ce match, mais il y a quand même un joueur formé au club qui confirme vraiment au milieu de terrain, c'est Aymen Ouefek. Je vais vous demander à votre avis, combien de matchs a-t-il joué depuis son début chez les pros pour les Verts? Je précise que les entrées en jeu comptent aussi, en plus des matchs titulaires. Ah ouais, Ouah, c'est chaud ça. ouais, c'est chaud, ouais. Euh, Depuis 2020, il a fait ses débuts en 2020, il me semble. Je vais ok. dire. Putain. Qui est-ce qui commence C'est Martin qui commence vu qu'il a gagné le Ok, premier ok. truc. Donc Martin fera la Je vais proposition. dire. Il a commencé en 2020, Il me 4 semble que saisons. c'est sa quatrième saison, il me semble. Petit Je vais indice. dire 80, 85 matchs. 85. Alex, qu'est-ce que tu dis toi de ton côté? Ouais, là, c'est plus ou c'est moins. Euh, il a été beaucoup blessé hein, quand même. Allez, je vais dire un 84 pour dire un petit peu moins peut-être. 84. Et la bonne réponse était 88, messieurs. Vous étiez pas si loin. Ah, Mais du coup, aïe, aïe, c'est aïe. Martin qui remporte 88 matchs donc, sur Ouais, mais c'est mérité parce 86. qu'il était vraiment proche. Ouais, franchement, Il me reste chapeau. beaucoup de balles, hein, on va pas se raconter d'histoire. J'ai dit 4, je me suis dit 4 saisons, on va faire x20. J'aurais pas dû dire les 4 saisons, alors je vais être gentil. Prochaine fois, je me tairai. Troisième question, et on se tourne vers le prochain match maintenant, qui sera donc contre Valenciennes, on l'a dit. La dernière fois que l'on avait affronté les nordistes avant de descendre en Ligue 2, messieurs, c'était en 2015. Et on avait gagné 3-0. Je vais vous demander, messieurs, le premier qui trouve deux buteurs sur les trois gagne. Waouh. Donc, vous avez le droit à une proposition chacun, jusqu'à ce qu'il y en ait deux, qu'il y en a un qui en ait trouvé deux. Du coup, C'était en quelle année, pardon? c'était en 2014-2015, je sais, j'ai un doute, mais c'était, il me semble. Ah, j'ai un doute, j'ai un creux, j'ai mal noté. Il me semble que c'était de 2014-2015. Ok, saison 2014-2015. Je sais plus si c'est Ouais, ok, donc 2013-2014 ou déjà, 2014-2015. J'ai un petit trou, j'ai mal noté, j'ai pas mal Ok. fait mon boulot. Et du bon. coup, Il faut quoi? Il faut les buteurs? ouais, on avait gagné 3-0, trois buteurs différents, et je vais vous demander Ouais. de me les citer. C'est le premier qui en trouve deux sur les trois qui gagne. Alex, à ton tour de Euh, commencer. Bah écoute, je vais un classique, Amouma. C'est raté. À ton tour, Martin. Ah, j'allais dire Amouma aussi. Je vais dire. Putain, Molo. Molo, un point. C'est bingo. Oh là là, là là, très fort, très Direct. fort. Euh, Alex, de ton côté. Gradel. Gradel, c'est raté. À ton tour, Martin. Il en reste deux. Brandao. Non, pas Brandao. À ton tour, Alex. Waouh, alors là, on va commencer à rentrer dans le. Euh, est-ce qu'il était là, lui, à ce moment-là Joseph, Joseph,
Tabanou, je sais pas si je Non, jouais pas encore ou Tabanou. Il me plus. semble qu'il y Ouais, était, ouais, mais il ouais, n'avait pas marqué. ouais. Martin, est-ce que tu as une autre proposition? Coad? Coad, Ce serait marrant. bravo. 2 points pour Martin, donc ça fait le point pour lui. Et le dernier, est-ce que Bravo, vous voulez bravo. essayer de trouver le dernier quand même? Ah bah ouais. Allez, Le dernier. Qu'est-ce qu'on avait comme attaquant à cette époque? Erding? non, Erding? Ah, non, mais pas bon. Erding. Euh, Perrin? Non, c'est un joueur plutôt offensif en- aussi, hein. Plutôt offensif. Ouais, ouais. Qui jouait, qui a quand même joué pas mal de matchs avec les Verts. Il me semble qu'il est parti du côté de Strasbourg après. Je dis pas de bêtises. Cornier? Pardon, j'ai bien entendu ça. Cornier, non? Ouais, c'est Non? ça, c'est Benjamin Cornier. Ah ouais. Benjamin Cornier. Ouais, 3 buteurs. Donc 3 points pour Martin. Bon, Alex, tu as l'occasion de sauver l'honneur pour la dernière question. Moi, j'ai l'habitude, hein, vous savez. Bah, y a pas de souci, allez, un petit point. Allez, c'est l'occasion et on va refaire un petit au plus proche. Et Alex, comme tu perds, je vais te laisser choisir en fonction de la question si ça t'arrange, si tu préfères commencer ou pas. Purée. Donc, qui est au plus proche, je l'ai dit, ça va être très rapide, très simple. À votre avis, messieurs, lors de cette 29e journée de Ligue 2, combien de buts ont été inscrits au total? Alex, tu préfères te mouiller ou pas? Ouais, bah, de toute façon, allons-y, prenons des risques, hein, là où j'en suis. Euh, Combien de buts ont été marqués? Allez, je vais dire 27. 27 pour Alex. Martin, tu dis mieux ou tu dis moins? Je crois il y a eu pas mal de cartons, donc je dirais plus. Je dirais 29, 30 ou 29 peut-être. Je dirais plus. 29. Et Ouais. la réponse, mon pauvre Alex, c'était 31. Ah, c'est vrai qu'il y a il y a eu des gros scores, il y a eu pas mal de matchs à plus de 4 buts. Donc, ouais, 31 à la réponse pour cette journée de Ligue 2. Ce qui fait Ouais. victoire écrasante de Martin, Bon, 4-0. je me sens dans la peau d'un Bastiel, en fait, hein. Mais, 4-0. Mais c'est ça, en fait, c'était une reproduction conforme à la réalité du match de ce week-end. Alex est pour la bonne cause qui est là. C'est et je parfait. sais que certains vont dire que tout était arrangé, mais pas du tout. Martin est bien meilleur que moi, tout comme le reste de la bande, hein, je tiens à le dire. Ah, t'as toujours Jessie qui est quand même un peu en dessous, donc peut-être que la prochaine fois Ouais. ça accomplit pour sauver de la Là, relégation. je veux que des émissions avec toi, du coup, hein. Ouais, bah, mais tout le monde rêve de faire des émissions avec moi, en fait, hein, mais j'ai compris. Bon, bah en tout cas, score fait à 4-0 du coup, mais merci beaucoup pour cette émission, les gars, c'est plus important. Bravo et merci aussi au chat, et à Gabriel d'avoir été là. J'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas, à nous écouter. Donc, passez une très bonne soirée d'ici la semaine prochaine. Prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, Salut. ciao.